Et en parallèle de ça, c'est l'anecdote. Attention. Je me prépare. Tu te prépares ou pas? J'ai commencé le fitness parce que je détestais mes fesses. D'accord. Je détestais mon fessier. Ça, c'est un scoop. Voilà, ça c'est un vrai scoop Voilà. quand même. Je pense que là, je l'avais gardé pour toi. Bonjour à la Coach Community, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Bouba et vous êtes sur Inspiration Fitness, votre rendez-vous des professionnels de la remise en forme. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Comment faire pour devenir coach formateur? Pour répondre à cette question, nous avons un invité de marque. Cette personne est coach formatrice à l'usine, mais également dans une enseigne que l'on appelle Ma Formation, et ça a été également ma formatrice à l'IMF, un centre de PCX. Donc cette personne, c'est tout simplement Aude Beyo. Bonjour Aude. Salut Bouba. Comment tu vas? Ouais, super bien et vraiment ravie d'être ici avec toi parce que tu resteras toujours un bébé IMF et après on veut toujours savoir où est-ce que vous allez. Bah, écoute, c'est vraiment pour nous, c'est vraiment un honneur pour nous, pardon. On est vraiment ravis de te recevoir ici avec l'équipe First Round, tout simplement parce que tu as été déjà notre formatrice pour la plupart d'entre nous qui travaillent aujourd'hui avec First Round, et tout simplement parce que aujourd'hui tu travailles dans le centre de formation IMF où on a été, mais également dans d'autres circuits, toujours dans la formation. Et je pense que tu es une des personnes les plus légitimes pour répondre à cette question de comment devenir un coach formateur si on le désire. Déjà, la première question que j'ai envie de te poser, même pas de question, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Donc du coup, moi c'est Aude Beyo. Je suis dans le fitness depuis que j'ai l'âge de 16 ans. J'ai commencé hors la loi, vous couperez en mon stage si ça va pas, mais j'ai commencé un petit peu hors la loi du coup quand j'avais 17 ans dans une association. Bon après c'était à titre bénévole, donc c'est pas du vrai hors la loi. Quand j'avais 17 ans du coup, et ensuite j'ai décidé de passer mon tronc commun à l'époque. En parallèle de cela, j'allais faire à la fac un DUG qui s'appelait Sciences du langage. Et ensuite quand j'ai eu mon tronc commun, j'ai fait le BEMF, donc le brevet d'état des métiers de la forme. Et en parallèle de ça, pour faire plaisir à maman, je faisais une licence de lettres modernes. Alors en fait, si je comprends bien, dès ton adolescence, tu as toujours été attiré un peu par le circuit du fitness. Mais d'où ça vient? Est-ce que tu as un parent qui a fait du sport? Comment ça t'est arrivé? Alors, ça vient parce qu'en fait, faut être honnête, à l'école, au collège, je n'aimais pas trop les sports, surtout les sports collectifs, donc je ne pouvais pas déjà être touchée par ça. Par contre, j'adorais tout ce qui est sprint, donc c'était la seule façon de me faire courir, c'était de me faire sprinter. Et après, j'adorais tout ce qui était gym, etc. Quand j'étais toute petite, j'ai fait de la musique, très tôt, donc du solfège. Alors, ok, les instruments sont pas ouf, mais j'ai fait de la flûte à bec, de la clarinette, mais c'était trop lourd, donc après de la flûte traversière. Donc j'avais aussi cette petite oreille musicale. Et quand j'étais vers 9 ou 10 ans, ma mère m'a inscrite à la danse du coup moderne jazz. Et j'en ai fait jusqu'à mes 20 ans en gros, parce qu'après j'ai continué en club. Et en parallèle de ça, c'est l'anecdote. Attention. Je me prépare. Tu te prépares ou pas? J'ai commencé le fitness parce que je détestais mes fesses. D'accord. Je détestais mon fessier. Ça, c'est un scoop. Voilà, ça c'est un vrai scoop Voilà. quand même. Je pense que là, je l'avais gardé pour toi. Et du coup, j'y allais. Je me suis inscrite dans un club qui était dans ma ville qui s'appelait Moving. Et après, ça a changé de propriétaire, donc c'était Moving. Et il était allié avec le Moving de Cergy Pontoise. Il y a un petit attrait là-dessus. Donc quand j'y allais le midi et le soir. Et je passais ma vie sur les elliptiques. Et en plus de ça, je faisais tous les cours collectifs qui existaient. À Cergy, il fallait savoir que c'était à l'époque l'annexe du Vital Beaubourg. Donc on avait tous les plus grands freestylers qui venaient à Cergy. Et on avait aussi tous les plus grands entraîneurs, les Smiths, qui venaient à Cergy. Pourtant, c'était pas à Paris pour le coup. Et du coup, là, j'ai été hyper inspirée. Et grâce à, on peut citer un petit peu, grâce à Monica Baroni, en fait, j'ai auto-appris à donner du step. C'est-à-dire qu'elle avait une pédagogie tellement bien, tellement facile à suivre,
que j'ai compris que allez, pour amener un step, il fallait faire ceci, puis après il fallait faire comme ça, etc. Comment ça s'est passé tes premières années en tant que coach? Tu connais Star Academy? Oh, bien sûr. Ah, ça va, il n'est pas trop jeune. En fait, pour moi, quand je suis rentrée dans le fitness, et surtout à l'école, c'était pour moi la Star Academy du fitness, c'était l'IMF. Donc j'étais quand même jeune, j'avais 19-20 ans, donc j'étais hyper imprégnée de tout ça. À la Starac, c'était les chants, la danse, voilà. Le fitness d'école, pour moi c'était la Starac du fitness d'école. Et du coup, à la fin de l'année, c'était le concours général, la compète contre soi-même en fait. J'avais perdu 7 kilos pour passer les perfs, j'étais préparée, affûtée à fond la caisse, et je suis sortie première du CREPS national. Et en fait, ça a conforté l'idée du directeur à l'époque de l'IMF. Il m'avait repéré en fait dans l'année IMF, et ça lui a conforté l'idée, et genre 6 mois après, ils m'ont proposé une place à l'IMF. Vers 2004-2005, j'ai plus les dates exactes parce que ça remonte. J'ai passé un casting pour être recrutée du coup sur l'usine, donc je suis restée à l'usine, je suis restée 11 un peu après je pense, mais je suis restée longtemps du coup à l'usine. À côté de ça, j'ai travaillé pour plein d'associations parce que dans le Val d'Oise, le milieu associatif était très développé. Et je pense qu'à un moment, j'ai même cumulé 8 employeurs. Donc, ce que je comprends, c'est que quand tu as fait ton année de formation, en fait, tu as cartonné, tout simplement. Tu avais un objectif en tête, c'était de performer. Tu ne le dis pas avec ces mots-là, mais on le ressent déjà à travers ton discours. Tu as toujours été aussi dans la performance. Donc, tu as performé en tant que coach formé et tu as été rapidement repérée pour devenir formatrice. Ça veut dire que la connexion, au final, elle s'est faite très tôt. Tu me dis 6 mois, c'est ça? La connexion, elle s'est faite pendant, mais je ne le savais pas. Et même pas, entre 4 et 6 mois après, ils m'ont contacté. Ils m'ont demandé de devenir, au tout début, parce qu'ils savaient que je faisais de la musique, de devenir, parce qu'on pouvait faire prof de musique. Alors, je mets plein de guillemets, c'est pas prof de musique au conservatoire, hein. C'est apprendre les noirs, les blanches, les croches, les rythmes, etc. Le musical, etc. Voilà, les choses très basiques. Et surtout aussi, après, j'étais prof de, je mets des guillemets, de chorégraphie, parce que pour le BE, et comme après longtemps encore au BP, il y a eu la chorégraphie personnelle à passer. Et j'étais prof pour cette matière-là. Ça a duré 3 mois, je pense. Après, je suis restée prof de cette matière-là, mais tout de suite après, ils m'ont demandé bon, oui, on y va, step Elia. Ok. Et puis, au fur et à mesure, on a rajouté renfo, stretch, le reste au fur et à mesure. Donc, ce qui est très, très drôle, c'est que notre mentor à tous, donc Sophie Sultan, elle est passée de ma formatrice à ma collègue en très peu de temps. Et heureusement, tout s'est bien passé. Mais c'est vrai qu'au début, il fallait quand même faire ses preuves face à Sophie Sultan, surtout dans les mêmes matières. Mais tout s'est bien passé. Et du coup, j'ai cumulé le fait d'être formatrice avec tout ce que je te dis à côté, le fait d'être dans les autres clubs, les assos, etc. Ça compose un petit peu le métier de coach sportif. Ça se cumule. On a toujours plusieurs casquettes, c'est-à-dire cette casquette d'auto-entrepreneur, cette casquette de salarié, où on peut travailler également au sein des associations. Le métier de coach sportif est quand même assez varié en termes d'emploi, donc c'est ce qui fait aussi la force de ce métier. Maintenant, moi, le deuxième point sur lequel j'ai envie d'appuyer, parce qu'on a parlé justement de ce côté un peu performance qui t'a toujours accompagné dans ce métier, il y a aussi, je sens un peu de précocité aussi, un peu de génie, parce qu'au final, quand tu arrives, j'ai l'impression que les dates que tu nous donnes, tu arrives très vite à aller là où tu veux aller. Tu vois ce que je veux dire? 6 mois pour devenir formateur, c'est pas donné à tout le monde. Non, je pense que c'est hyper rare. C'est hyper rare. Je l'ai peut-être même pas réentendu, mais je pense, comme je t'ai dit, j'ai eu tellement de chance d'être dans des endroits, tu vois, Moving Sergi avec des super coachs. Quand je dis super coach, mais vraiment qui respectaient ce que tu vois à l'école, tu vois. Et du coup, quand je suis arrivée, à l'IMF, le premier effet que ça m'a fait, je me suis dit là, j'ai de la chance, c'est en fait, je mets juste un nom sur ce que je sais déjà faire. Parce que je m'étais pris la tête, parce qu'en même temps, il y avait ma petite association de cœur, Vitagym, qui m'avait dit « Oh, tu donnes les cours le mardi soir, donc fallait pas faire n'importe quoi. » Donc déjà, j'avais cherché comment on fait les cours de renfo, comment on fait les cours machin. Et là, tu as eu un cadre qui a défini exactement les techniques que tu as utilisées, qui a défini les méthodes que tu utilisais, mais sans vouloir se dénigrer, il faut quand même aussi avoir une démarche intellectuelle de vouloir comprendre quelque chose.
Par exemple, quand tu nous dis que voilà, tu étais dans un super club avec des super profs, il y a beaucoup de personnes qui, en devenant coach sportif, étaient déjà pratiquants comme toi, tu as pu l'être, mais qui ne se sont pas forcément posé la question ou pas fait forcément cette démarche intellectuelle d'essayer de comprendre ce qui se passait sur l'estrade pour essayer de le reproduire après. Peut-être qu'il y en a qui ont, je ne veux pas dire choisir la facilité, mais certaines personnes ont fait des cours et se sont dit ah, c'est cool, j'ai peut-être envie de faire la même chose, se sont inscrits dans les centres de formation qu'il fallait pour avoir les diplômes adéquats, sans comprendre exactement ce qu'ils faisaient. Toi, j'ai l'impression qu'il y a toujours eu cette démarche intellectuelle de se dire ok, là le mec qui est sur l'estrade, il nous fait ça, il nous dit ça à tel moment, pourquoi est-ce qu'il nous dit ça à tel moment? Ah ok, c'est comme ça que je dois faire. Et en fait, tu t'es retrouvé en formation, tu avais déjà tous les canons et tous les standards, on t'a juste donné le nom de tous ces canons. Ça m'a vraiment fait cet esprit-là, genre bah ok, on met tel nom sur telle méthode, tel nom sur telle méthode. Après, évidemment que j'ai appris d'autres choses. Voilà. Après, pareil, en musculation, j'avais déjà, parce que c'est un BEMF, hein, c'est pas, je ne fais pas que du step et du renfort. Mais même en muscu, j'ai eu la chance, entre guillemets, d'être avec quelqu'un à l'époque qui était culturiste. Et qui était plus vieux que moi. Et du coup, pareil, j'ai suivi des cours, j'ai suivi tout ça, mais j'allais sur le plateau de muscu. Je me suis intéressée au test que je devais passer. Il était hors de question que j'arrive en formation et que je passe pas une traction. Donc j'en passais 3 ou 5, je sais plus. Et il fallait que je passe ces tractions-là. Il fallait que le squat, ça soit bon. Il fallait que tout soit bon, en fait, le coucher soit bon, etc. Donc j'avais, en muscu, je connaissais bien l'hypertrophie parce que j'étais dans ce milieu un peu culturiste dès très jeune. Et pourtant, c'est pas du tout ce que je voulais faire sur moi, c'était pas l'objectif, mais je voulais vraiment comprendre, du coup, donc c'était tracé en muscu, c'était tracé en fitness, et quand je suis arrivée à l'école, j'ai dit, mais c'est vraiment là où je dois être, en fait. Tu t'es retrouvée à ta place. Ouais. Ça veut dire que même si on t'avait pas proposé directement le fait de devenir formatrice juste après que tu aies ton diplôme, tu aurais quand même essayé de tendre vers ce métier? Eh ben, je ne suis pas sûre. Là, il faut être honnête. Moi, je voulais être coach avec les gens, je voulais faire kiffer les gens, je voulais faire attention à eux, je voulais m'occuper des gens. Quand on m'a Ah oui, il y a encore un petit truc. Et je voulais devenir, à la base, chef de village à Bora Bora pour le Club Med. D'accord, ça c'est la troisième anecdote. C'est la troisième anecdote, j'avoue, parce qu'en fait, au Club Med, tu peux être coach fitness et après tu montes les échelons, voilà, et tu peux finir chef de village. Et d'ailleurs, ma meilleure amie qui a fait ça. Mais après, mes idées, tout ça. Et donc, quand on m'a proposé de devenir formatrice à l'IMF, non, c'était pas prémédité. C'est genre la cerise sur le gâteau. Et je me suis dit, bon, bah, là, maintenant, tu craches pas dans la soupe. Tu dis adieu à Bora Bora et tu prends cette opportunité. Ça veut dire que si on t'avait pas forcément ouvert cette possibilité, tu n'aurais pas forcément cherché à devenir formatrice. Non, j'avoue, je me suis jamais dit je passe ce diplôme pour devenir formatrice. Alors que c'est vrai que maintenant je l'entends, je vois des gens qui disent voilà, je fais ce diplôme pour devenir formateur. Et en fait, moi ça me parle pas, je suis honnête, hein, parce que je me dis bah, la motivation première ne devrait pas être de devenir formateur. Elle devrait d'abord d'explorer le milieu en fait complètement. Après, tu penses pas qu'aussi le propre aussi du coach sportif, c'est d'être pédagogue? Ça veut dire que parfois le statut de formateur, qui est un statut même dans le nom quand on entend formateur, est beaucoup plus pédagogique que le statut par exemple de personal trainer ou de fitness instructeur. Oui, là je comprends qu'on puisse tendre à cette pédagogie, mais moi dans ma tête cette pédagogie elle devait être mise pour le bienfait du coup des pratiquants. Donc, moi toute ma pédagogie elle allait tout le temps vers les pratiquants. Non, je comprends. Donc ça c'est très intéressant, donc on a abordé un petit peu cette phase où tu démarres en tant que coach et que très rapidement tu es propulsée en tant que formatrice. Moi ce que j'aimerais savoir c'est, voilà, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de personnes qui ont comme objectif directement de devenir formateur ou formatrice. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus en détail de cette fonction, de ce métier, les avantages qu'on peut y retrouver, les inconvénients aussi qu'il peut y avoir dans cette fonction? Bon alors j'ai cherché les inconvénients, j'en ai trouvé mais je te les cite après, donc, mais j'en ai pas trouvé beaucoup. Ça dépend en fait du nombre d'heures que tu donnes dans la formation, je pense. Les avantages, franchement, c'est d'être tous les ans, en gros, tu repars à zéro. C'est-à-dire, toi, tu es obligé de te remettre en question parce que tu as des nouvelles personnes qui entrent. Tu dois jamais te dire, je l'ai fait l'année dernière, donc eux, ils se connaissent. Parce que des fois, tu peux te dire, oh, c'est bon, c'est bon. Tous les ans, il faut tout reprendre, tout bien redécortiquer, avoir bien les bases, etc. Tous les ans, tu as des nouvelles personnalités qui arrivent. Donc, c'est hyper enrichissant parce que du coup, tous les ans, tu es confronté à quelque chose de nouveau.
Et du coup, on pourrait se dire, ouais, mais le métier de formateur, en désavantage, c'est hyper rébarbatif parce que tu fais tous les ans la même chose. Bah, au début, on peut avoir cette idée-là, mais au final, à chaque fois, comme ça change de groupe, que ça change de personnalité, que l'ambiance du groupe change, au final, oui, tu vas leur apprendre tous les ans la même chose, mais alors tu passes pas forcément par les mêmes chemins, même si le programme du jour c'est telle ou telle chose, mais au final, pour moi, c'est neuf tous les ans, même si oui, on refait la même chose tout le temps. Mais c'est un peu comme le métier de coach, tous les jours, on fait un peu on fait les mêmes exos, Enfin voilà, on fait pas les mêmes exos, on les fait varier, on les fait changer, mais c'est quand même un métier où on va reprendre les mêmes choses quelque part à un moment donné. Mais c'est le fait d'avoir des personnes différentes en face qui font que les choses changent. Donc ça, pour moi, c'est un avantage. C'est un avantage, tu restes jeune toute ta vie. Parce que au début, évidemment, j'avais 20 ans, je récupérais des gens de 20 ans et de plus vieux. Donc ça, c'était dur parce que je pense qu'ils avaient eu des a priori. Et du coup, je pense qu'à l'époque, j'étais moi aussi un petit peu plus, on va dire, exigeante envers eux parce que j'étais plus jeune, ils étaient plus vieux et je comprenais pas quand ils travaillaient pas, ou qu'ils faisaient pas leur truc. Voilà. Mais maintenant, je me dis, c'est quand même, on a de la chance d'avoir des jeunes qui veulent se former. Alors, il y a tous les âges aussi, pour enlever les a priori. Donc oui, il y a les jeunes, donc, je trouve qu'ils nous mettent en forme. Et puis après, il y a tous ces courageux qui font de la reconversion professionnelle. Et du coup, ce qui est génial, c'est qu'on peut former des gens de tout âge. Et donc ça, c'est encore à nouveau un avantage, parce qu'on échange de l'expérience du coup. Les avantages, moi j'ai de la chance de travailler depuis tout le temps à l'IMF, donc d'avoir une équipe qui, oui, certes, a changé, mais qui maintenant est, je pense, de cœur, on s'associe tous quelque part, elle est à notre image, à force d'avoir l'équipe qui bouge un peu par-ci, on recrute un tel et tout, au final, tu as une équipe de choc, et c'est ce qui fait, je pense, la force de cette école de formation. Tu nous as donné quelques avantages, maintenant on peut peut-être parler un peu des aspects un peu plus difficiles, un peu ce qu'on peut appeler les inconvénients dans cette fonction. Ouais, je pense que dans cette fonction, en termes d'aspects difficiles, c'est qu'il ne faut peut-être pas mettre tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire, si tu es formateur tous les jours 7 sur 7, tu te déconnectes de la vie en club. Donc, après, c'est pas ce que j'ai fait, mais je pense que cette erreur-là, il ne faut pas la faire. Il faut se dire, si on a la chance de devenir formateur et qu'on nous propose plein d'heures, plein d'heures de formation, il faut quand même réussir à rester dans le milieu. Donc, peu importe où, après, un studio de boxe, un studio de renfo comme ici à Harmony Time, ou alors un studio de yoga ou des grosses chaînes, enfin peu importe. Je pense qu'il faut rester quand même connecté au milieu pour qu'on comprenne ce qui peut des fois varier dans le milieu. Surtout que le secteur évolue en permanence. On ne peut pas rester dans sa prison de verre, j'ai envie de dire, et penser que le fitness n'avance pas et que c'est toujours répétitif et la même chose. Donc c'est vrai qu'il faut parfois être sur le terrain pour sentir les choses et pour pouvoir les appliquer après en formation. Très bien. Donc voilà, ça c'est un peu les avantages et les inconvénients qu'on peut retrouver dans cette fonction. À savoir que voilà, tout n'est pas forcément rose dans le métier. Parfois il y a aussi, on peut rentrer aussi en conflit parfois avec ses collègues ou même avec des élèves parce qu'au final on fait la même fonction. Oui, ça arrive mais ça je pense que c'est comme partout, n'importe où, même en entreprise classique on va dire. Il y a des périodes, il y a des moments de conflit parce qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose ou sur. Après, moi, j'ai pas eu. Je pense que j'ai pas eu de gros conflits dans toute ma période, heureusement. Mais oui, des fois, avec ça, il peut y avoir des clashs avec certains élèves, mais c'est pas sur le métier. C'est parce que moi, qui suis un peu travaillomane, quand on ne rend pas une trame à l'heure, ou quand tu viens et que t'as pas fait tes trames, ou quand tu viens et que t'as pas révisé ton truc. C'est compliqué de se dire, ne se fout-il pas de moi là. Bon, enfin, c'est ce genre de prise de recul des fois qui se fait pas bien, et c'est là où oui, ça peut un peu clasher en disant excuse-moi, mais tout le monde a fait son taf, pourquoi tu l'as pas fait? Donc avec l'âge, c'est là où on évolue, c'est là où on fait d'autres formations. Par exemple, il y a un autre collègue de l'IMF qui nous a beaucoup aidé là-dessus, c'est Jean-Marc Fratini. On a fait ProcessCom, ça nous a permis de mieux comprendre nos stagiaires, alors qu'avant, on voulait vraiment peut-être qu'ils rentrent dans tel ou tel moule. Maintenant, on se dit tous, ok, on comprend et on respire, mais on ne part pas tout de suite dans un conflit ou quelque chose comme ça. Donc ça, on évolue aussi avec l'âge, en apprenant des choses, etc. Mais c'est pas un inconvénient, je pense que ça arrive dans tout le temps, partout. Permets-moi d'approfondir un petit peu la question. Parlons un petit peu des relations qu'on peut avoir entre un formateur
et son stagiaire, je ne parle pas de relations personnelles, je parle de relations classiques entre un stagiaire et son formateur. Quand le stagiaire n'est plus stagiaire, qu'il devient coach sportif, comment est-ce qu'elle évolue la relation? Est-ce que on pourrait avoir tendance à penser que la relation va rester positive et que voilà, là, tu étais une formatrice, tu as eu des stagiaires qui sont devenus des coachs. Est-ce qu'il y a des coachs parfois qui ont pris peut-être un peu le melon est-ce qu'il y a des relations qui se sont un peu détériorées ou parfois inversées en fonction du niveau que pouvait atteindre le coach en question? Alors, je vais te le faire un peu en chronologie. Moi, j'ai adoré devenir à chaque fois, à la fin, ils sont plus mes stagiaires, c'est mes collègues. Donc, tous les ans, pour moi, ils deviennent des collègues. Moi, je retiens pas, j'ai pas de rancœur envers tous, même si des fois, on peut dire ils ont été un peu tir au flanc ou ils bossaient pas trop, etc. On garde une image de chaque stagiaire, l'image qu'ils avaient en formation. Donc, il faut quand même savoir, ça, on en parlait, c'est que après, nous, les gens, ils nous demandent comment il était en formation, et que t'as pensé de lui, et même longtemps après. Donc il faut savoir qu'on a quand même une image qui reste en formation. Donc si on cartonne en formation, si on se prépare, si on est à fond dans sa formation, on laisse à ses formateurs une image positive. C'est vrai que si on y est allé à reculons, qu'on était un peu, on y allait à la carte aussi, parce qu'on peut avoir des matières qui nous plaisent, des matières qui nous plaisent pas, nous on comprend. Mais c'est vrai que nous derrière, on dit, oui, il est peut-être bien pour ça, mais par contre, pour Co, j'émets un doute. Et par contre, tout le monde peut changer. Nous, on a eu des révélations après l'IMF. On se disait, il a eu une année peut-être un peu compliquée, il a eu son diplôme super, et on se disait, j'espère que ça va aller derrière. Et en fait, la personne avait une révélation parce qu'elle suivait d'autres formations. Il faut quand même se rappeler que le diplôme, ce n'est que le début de l'aventure. Après, il faut continuer à se former. C'est très important à rappeler, il faut continuer à se former. Je pense pas que... Alors oui, je pense qu'il y a des... Alors moi j'ai tenu rancœur, on va dire, à personne, mais je pense que dans l'autre sens, il y a peut-être des stagiaires qui avaient de la rancœur parce que tu les as pas validés. Mais tu as une grille. Dans la grille, tu réponds oui, non, oui, non. Et la grille, c'est pas est-ce qu'il est gentil ou est-ce que... Parce que c'est pas ça l'objectif le jour-là. C'est est-ce qu'il est capable de faire un cours en toute sécurité, est-ce qu'il a donné les consignes. Donc c'est que des grilles comme ça. Et des fois, je pense qu'il y en a qui confondent le fait qu'ils ne m'aiment pas ou elle ne m'aime pas la formatrice, alors elle ne m'a pas validée. Mais ça n'a rien à voir. Je pense que j'espère être, et de toujours, mon objectif, ça a toujours été d'être juste. Donc ça plaît ou ça plaît pas, voilà. Donc tu peux bien t'entendre avec la formatrice toute l'année, ça va, check, check, check. Et à la fin de l'année, elle ne valide pas. Ça ne te rapportera pas plus de points. Non. J'espère que ça, c'est un message. Bon, voilà, tous les stagiaires entendent. Je peux confirmer derrière la caméra. Ça confirme derrière la caméra. Donc voilà, vous pouvez être pote toute l'année avec votre formateur ou votre formatrice, ça ne changera pas les points. Donc maintenant, voilà, ici à Inspiration Fitness, on essaye de parler sans langue de bois. L'objectif, c'est toujours d'inspirer les coachs. Et il y a un levier qui inspire particulièrement tous les professionnels de la remise en forme, c'est l'aspect financier. Comment est-ce que ça se passe quand on devient formateur, la rémunération, comment ça se passe? Alors, donc nous on a eu la chance à l'époque d'avoir des BE et on pouvait se dire je n'aspire pas à être payé moins que 20 € de l'heure. Donc déjà pour un cours collectif, on sait maintenant avec ce qui se pratique que 20 € de l'heure, c'est pas mal en tant que salarié par exemple. En formation, je vais donner une fourchette du coup. Sur les écoles de formation que je fréquente, on est dans des fourchettes qui vont de 35 € à... attends, c'est compliqué ce calcul. Allez, je vais mettre ça à 80 ou 90 €, suivant la matière, suivant l'école, suivant si c'était en ligne, pas en ligne, etc. Donc là, je t'ai mis une fourchette. Et dans ce statut, vous êtes en statut? Moi, je suis indépendante. Moi, je suis indépendante. Il existe encore des coachs formateurs qui sont salariés. Je ne sais pas, je sais qu'il en existe par exemple à l'IMF, je ne sais pas s'il y en a dans les autres écoles encore, là tu vois, j'ai pas fouillé assez, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on peut avoir ce genre de fourchette. Alors, c'est du simple au triple, certes, mais en effet, c'est un petit peu mieux, on va dire. Si on prend la base Courco, c'est mieux rémunéré qu'un Courco, en tout cas. Après, si on prend la base coaching personnel, où là, on sait que les tarifs sont à peu près en auto-entrepreneur, en indépendant, dans les... mettre aussi une fourchette peut-être, dans les entre 50 et 100... Voilà, on va dire une fourchette un peu large. On peut se dire,
ah oui, finalement, je préfère faire du coaching perso. Donc c'est aussi chacun avec son ressenti. Moi, la question que j'aimerais te poser maintenant, c'est simplement, s'il y avait un conseil, une phrase, une chose à dire à une personne qui aimerait avoir, pas forcément le même parcours que toi, mais qui aimerait devenir formateur ou formatrice, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Alors une chose, ça va pas suffire. Je pense qu'il en faut deux. Ouais, si vraiment tu veux un truc hyper concis. Bon, la première chose, parce que je l'ai revu aussi après, hein, c'est que je pense qu'il faut briller en formation. C'est-à-dire que quand on rentre à l'école, il faut tout donner. Il faut se dire que ça va être... Il faut être préparé aussi. Hein. Faut le redire. Ça va être dur parce qu'il y a les heures à l'école. Déjà. Ensuite, il y a les heures en centre, en club. Et derrière, il ne faut jamais oublier qu'il y a toutes les heures où il faut réviser et préparer. Donc c'est hyper lourd. C'est là où on a souvent dit à des sportifs comme toi, écoute, là, les compètes, va falloir oublier. Parce qu'en plus, il y a des risques de blessures. Et là, c'est moi qui vais faire une petite anecdote. Je me rappelle le premier jour de formation où on a un cours avec toi. Je me rappellerai toute ma vie. La phrase que tu nous dis, c'est si à la fin de l'année, vous êtes encore en couple avec votre chérie, je vous paye une bouteille de champagne. Oui, c'est vrai. Je me rappelle encore de cette phrase. J'ai dit ça parce que, après presque 20 ans, toi, tu as passé en quelle année? C'était 2016. Ouais, du coup, après un peu moins, presque 15 ans de formation, on a tout vu. On a vu, on a vu beaucoup de couples se séparer, se défaire, mais surtout des couples ancrés se séparer, parce que c'est un bouleversement cette année de formation. C'est 10 mois, voilà, c'est presque comme une grossesse, tu vois, c'est 10 mois, c'est un bouleversement. Je pense, le conseil numéro 1, il faut briller en formation. Et d'ailleurs, derrière, je l'ai revu sur des personnes qui sont devenues formateurs, ils avaient brillé en formation. Donc, ça, c'est quand on peut être repéré en formation, pour le coup, oui, c'est un facteur qui joue. Et puis le deuxième derrière, c'est qu'il faut se rappeler que c'est que le début, derrière, il faut se former. Donc, si tu veux savoir, je t'enverrai mon CV parce qu'il y a toutes les formations dedans, mais en gros, je pense que j'ai passé toute ma vie en formation derrière. Donc, ça a été... la chance que j'ai eue derrière, c'est d'ouvrir chez les Smiths, donc les Smiths à fond, et le Pilate à fond, et la diététique à fond, mais en Suisse, parce que j'avais besoin d'un parcours qui était plus court que passer un DU diététique. Donc moi, j'avais 3 domaines comme ça qui m'intéressaient, et je me suis formée dans tous les domaines possibles. Et du coup, quand je suis arrivée en 2013, j'ai été recrutée par CMG Sports Club pour devenir coordinatrice fitness. Les personnes qui m'ont recrutée m'ont dit on n'a pas trouvé un profil comme ça parce que t'es pas que un truc. T'as fait les Smiths, t'as fait le Pilate, t'as fait de la diète. Et du coup, toute ma vie, j'ai continué à me former. Donc tous les ans, il y avait un nouveau truc et vas-y. Alors ça veut pas dire qu'on va tout utiliser. Ça veut pas dire aussi, parce que des fois on dit ouais, mais plus on en fait, plus on devient moyen dans tout. Donc moi, j'avais tellement des clubs où je devais tout donner que pour le coup, ça me servait en club. Mais après, un jour ou l'autre, peut-être on se spécialise. Et à ce moment-là, on choisit dans tout ce qu'on a fait vers quel chemin on va se tourner. Ou alors, c'est les clubs qui nous spécialisent. Bon, ça m'est arrivé du coup chez Fronten. À la base, je fais les grit, les trucs où on saute partout, combat, les trucs à haute intensité. Et ce qui a intéressé Fronten, par exemple, à l'époque, c'était que je vienne avec un bagage qui était Pilates, qu'on puisse lancer le Pilates chez eux, que j'ai un bagage yoga, qu'on puisse développer le croisement yoga TRX chez eux. Et d'autres, ce qui a plu, c'est aussi que j'ai un bagage pré- et post-natal. 2 conseils que tu donnerais. Le premier, c'est tout simplement, lorsque l'on est en formation, c'est de briller. Il faut tout donner en formation pour déjà être, pas forcément repéré directement, mais au moins avoir une image positive vis-à-vis de ses formateurs. Et le deuxième, c'est de comprendre que la formation ne s'arrête pas au tronc commun, c'est-à-dire à la première formation, mais qu'elle continue tout au long de notre carrière. Donc il faut continuer à se former, pour apprendre régulièrement. Peut-être pas se spécialiser tout de suite, peut-être apprendre large pour venir se spécialiser par la suite. En tout cas, ça, c'est les 2 conseils que tu donnerais à une personne qui souhaiterait devenir formatrice ou formateur. Et si je peux ajouter quelque chose, parce que ça, on l'a beaucoup vu, et du coup, c'est quelque chose sur lequel j'étais pas d'accord à la base, c'est que souvent on entend dire, alors je sais pas si toi tu l'as entendu, mais il y a des stagiaires qui nous disent ouais, on nous dit que derrière, en fait, tout ce qu'on apprend à l'école, ça ne sert à rien. Et moi, je le dément parce qu'en fait, tout ce que j'ai appris à l'école, je m'en suis toujours servi sur le terrain. J'ai jamais dérogé à cette règle-là. Jamais entendu Ce que je vous apprends, par exemple, ce qu'on a appris ensemble,
je m'en suis tout le temps servi toute ma vie. Et je vois que sur les clients, peu importe d'où, hein, Asos, haut de gamme, club, ils sont contents, ils viennent nous voir, ils disent ah ouais super, tu nous as parlé de ça, tu nous as dit ça, merci de nous corriger, on m'avait jamais touché comme ça. Enfin, moi j'ai des centaines d'anecdotes où même à la fin des gens ils pleurent, ils sont émus parce qu'ils te disent on ne s'est jamais occupé de moi comme ça. Enfin, on sent des choses. Pour répondre un petit peu à la question, bon, là, tu vas poser une question. C'est moi qui t'ai posé la question. Tu vas poser une question, je vais essayer de répondre. J'ai toujours eu des retours ultra positifs, en tout cas sur le centre de formation où je venais. Et après, moi j'ai fait le parcours que j'ai fait, je connaissais rien moi quand je suis arrivé personnellement du fitness, du sport, enfin le sport si, mais la musculation, l'haltérophilie, etc. Je connaissais pas grand chose et je suis sorti avec un bagage gros comme ça qui m'a permis justement d'avoir la carrière que j'ai actuellement. Et on m'a jamais, au contraire, on m'a toujours dit justement ah waouh, vous avez été à telle école. En général, les personnes qui viennent de cette école, ils sont super bien formés, c'est des super coachs. On parle de l'IMF, je ne vais pas citer d'autres écoles, parce que je ne vais pas dire que d'autres écoles sont plus mauvaises ou quoi, ok, c'est pas l'histoire, c'est pas la question, c'est pas le sujet. Pour moi, c'est pas vrai. Voilà, en plus, c'est pas forcément vrai. Mais en tout cas, je sais que l'école fait aussi aujourd'hui partie du CV du coach, parce qu'aujourd'hui, quand un coach vient dans une salle de sport, pour être recruté, on regarde de quelle école il vient. Et c'est le tronc commun. Ça veut dire que ce qu'on apprend à l'école avec vous, à l'IMF ou avec d'autres formateurs dans d'autres écoles, sert tout au long de notre carrière. Je pense que c'est important de le dire. Non, mais parce qu'on sait aussi qu'on entend du coup le truc, il dit ouais, non mais de toute manière, là, tout ce que tu vois, comment te dire, tout ce que tu vois, mais vous savez qu'on voit comment on corrige les gens, comment on optionne les gens, comment... Donc ouais, c'est difficile en tant que formateur du coup d'entendre ce discours-là qui dit ce qu'on fait à l'école, ça sert à rien. Voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'on a bien répondu à cette question. On va passer sur la troisième et dernière partie de cette interview. On va rentrer sur des questions un peu plus personnelles. Donc, Aude, en tant que personne, c'est quoi la vie d'une formatrice? Parce que comme tu nous l'as dit, tu es coach sportif, mais tu es aussi t'es indépendante, mais tu travailles en tant que formatrice dans beaucoup d'écoles. Je sais aussi que tu as un enfant aujourd'hui, tu as une fille, tu es mariée. Donc, comment est-ce que ça se passe comment ça se passe au quotidien Comment ça se passe au quotidien, tout simplement? Alors, je pense que j'ai la chance d'être indépendante. Mais avant, j'étais salariée quand j'aurais pu le faire en tant que salariée, parce que j'étais salariée avec des CDI à droite à gauche partout. Donc ça veut dire que tu restes maître de ton emploi du temps. Donc ça, c'est une chance. Moi, ce que j'estime une chance, il y en a qui préfèrent être à 35 heures, ou je connais aussi des coachs à 39 heures dans des super studios et ils adorent ça. Moi, avec ma vie là actuelle, je ne pourrais pas parce que j'ai besoin de maîtriser l'emploi du temps. Donc, déjà, il y a un vrai travail d'emploi du temps en se disant, par exemple, à l'IMF, j'y suis les lundis et mardis toute la journée. Le lundi soir, je suis à Origine. Du coup, oui, c'est mon mari qui s'occupe de Lou. Donc, il y a déjà, en termes perso et pro, il faut travailler l'emploi du temps. Après, tu te dis, c'est toi qui y emmène, c'est toi qui vas chercher. On a aussi la chance d'avoir les mamies, tout ça qui aident. Donc, du coup, par exemple, on travaille en ce moment tous les deux le week-end, donc pas tous les week-ends, etc. Mais du coup, on sait que y a des petits stages chez papy-mamie. Et après, il faut aussi se dire, il faut garder du temps pour sa fille. Donc, par exemple, moi, j'ai toujours dit, dans ce travail d'emploi du temps, je ne travaille pas le mercredi. Comme ça, voilà, c'est fait. Exception, une fois de temps en temps, ça ne va pas tuer. Mais en gros, s'il n'y a jamais de fixe le mercredi, mon jeudi est devenu un jour dédié à la visio. Donc, je coach en visio de chez moi. Et mon vendredi est alternatif cette année. Donc, j'ai même réussi à récupérer du temps pour moi. C'est incroyable. Donc ça, quand on arrive à faire ça, il faut ramer sur l'emploi du temps, mais en même temps, c'est bénéfique parce que quand on a du temps pour soi, on peut aussi continuer à se former, on peut continuer à s'entraîner parce qu'il y a eu des périodes complexes en termes d'entraînement. Parce que moi, par exemple, je suis passée de 25 heures de course, une semaine intensive, à aller dans un siège. Et du coup, je donnais plus de cours. Donc là, il fallait programmer. Le matin, tu t'entraînes de 6h à telle heure et nanana. C'était tout nouveau, tout bizarre. Après, finalement, retrouver quelque chose où je leur donnais des cours et du coup, j'arrivais à caler de l'entraînement. Mais quand tu as un enfant rebelote, tu galères à te remettre de l'entraînement. Donc voilà, c'est tout le temps. En gros, faut toujours se demander comment je le cale. Donc il faut forcément avoir son emploi du temps devant ses yeux. Il faut avoir
un mari qui est cool et qui fait sa part 100% sans problème. Voilà, donc nous, dans notre couple, on n'a pas de problème à ce niveau-là. C'est que aussi bien l'un que l'autre sait s'occuper d'elle. Voilà, c'est génial. Et puis, il adore passer du temps avec elle aussi. Donc, il y a même plus le sentiment de culpabiliser. Genre, je les abandonne le week-end. Bah non, ils sont tous les deux. Ou alors, elle va chez sa mamie ou soit ma mouma qu'elle adore. Donc, voilà. Très bien, très bien. Donc, il n'y a pas de mystère. Il faut prendre l'emploi du temps. Il faut prendre l'emploi du temps, gérer. Et c'est pas quelque chose... Alors, c'est pas quelque chose qui t'a en tout cas rendu ton activité plus difficile. Tu as pu t'organiser très rapidement et continuer à former. Ça n'a pas changé ton emploi du temps ou ta manière de travailler drastiquement. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut savoir, c'est une chose que les coachs voudront savoir aussi. Si par exemple, en fonction de leur période de vie, est-ce qu'on peut quand même continuer à être formateur, peu importe la période de vie? Donc je pense que c'est oui. Oui, et d'autant plus, on va dire que la chance qu'on a quand on est formateur, j'y avais pas pensé en termes d'avantages, mais c'est des heures scolaires en fait. Ça veut dire que là, en tant que coach pur, tu galères à te demander qu'est-ce que je vais faire entre 14h et 17h. Il faut quand même être honnête, c'est un peu compliqué des fois à combler ces créneaux-là. Bah, c'est des périodes scolaires. Donc, tu as le temps de poser ton enfant le matin et puis le soir, même s'il reste au goûter et tout, bah, tu peux aller le récupérer. Donc, ça reste un avantage. Je pense que c'est noté, que ça va aider. Maintenant, la dernière question que j'aimerais te poser, c'est tout simplement quels sont tes futurs projets, s'il y en a, que tu aimerais partager avec nous et avec toute la communauté de coachs? Alors, j'ai toujours été nulle. Enfin, tu vois, on m'a dit on parle en langue de bois, on n'en met pas, bah, il n'y en a pas. C'est que moi, j'ai toujours été nulle en projet. Donc, je pense que je suis pas... Toi, tu vois, je te sens promoteur, tu vois, ça trace et tout. Je pense que mon côté yogi, je l'ai toujours eu. Je pense que je suis bien dans le moment présent. Mais en effet, j'ai tout le temps su rebondir sur des choses qu'on me proposait. Donc je ne vais pas non plus te dire, j'attends tranquille qu'on me propose. C'est pas ça. C'est juste ça s'agence comme ça. Il y a pas des stagiaires, il y a des élèves que j'ai formés par exemple en pilates cette année qui m'ont dit Aude, tu voudrais pas faire un truc pour les coachs pour qu'on puisse pratiquer en pilates et tout. Donc je me suis dit, bah, ok, si vous voulez. Donc j'ai testé un truc par Zoom et tout qui s'est avéré fonctionner. Je me suis dit, bah, ça c'est une piste, au lieu de faire des cours sur Zoom pour n'importe qui que je connais pas, et voilà, et ben, je vais plutôt m'adresser à des gens que j'ai formés, des gens qui veulent prendre du temps pour eux, mais des coachs. Donc finalement, j'ai retrouvé le biais de m'occuper des coachs. En fait, c'est comme une deuxième partie de formation, un petit peu ça. Ouais, ça fait une formation continue. Donc où est-ce qu'on peut retrouver ce format Donc ce format, moi je l'ai mis du coup en dispo sur Instagram, mais on fait nos réunions par Zoom, tu vois. Donc ça veut dire, c'est aussi ce qui est bien, c'est que tu peux te caler, genre t'as une heure de pause, tu te mets dans ta salle de cours, t'as un réseau wifi, le truc passe. Donc ça, et je vois bien que ça les aide, donc voilà. Après je me dis oui, en termes futurs, on pourrait développer des ateliers, des fois, ils aiment bien que ça soit Pilates. Donc ça soit Pilates, voilà, où on fait des ajustements parce que avec Covid on a moins pu toucher les gens, donc peut-être qu'on a moins éduqué comment ajuster, etc. Donc moi mes futurs projets, je pense qu'ils vont être d'un point de vue pro toujours autour des coachs. J'ai quand même vu que le coaching perso était possible de le redéployer parce qu'on m'en demande, mais ça je le dose parce que je m'en rappelle que tu vois, voilà. Donc j'en fais par Zoom et moi j'ai trouvé que développer Zoom c'était génial. Parce que après j'ai la chance d'avoir des gens qui ont de bons schémas corporels, donc ça se fait facilement. Mais tu vois, je peux pas te dire, je sais que je n'ouvrirai jamais un studio. Donc moi déjà, ceux qui ouvrent des studios, franchement, c'était mes stagiaires, ils ont dit, je les admire. Je me dis, c'est des gens, c'est des promoteurs, ils sont là, ils prennent des risques et tout. Je sais pas si je pourrais faire ça. Mais du coup, qu'on me dise, viens travailler dans tel studio, viens travailler dans tel studio, moi comme je dis, à chaque fois, mes élèves sont devenus des collègues, et au final des fois on m'a appelé, on m'a dit tu peux, bah oui, tu la connais, je pense, j'ai Lucille Woodward, est-ce que tu la connais? Voilà, qui était une ancienne stagiaire de l'IMF. Enfin, Lucille elle est connue, voilà, passe le bonjour. Voilà, elle est connue, et puis du coup un jour elle m'a dit tiens, tu veux pas venir faire une partie pilates avec moi? J'ai dit mais avec plaisir en fait, et c'est le plaisir d'abord de refaire des choses avec nos anciens élèves. Donc si j'arrive à garder des liens comme ça, je vais le faire. Mais te dire, vas-y, je monte un truc, c'est pas moi. Donc voilà, moi mon projet futur, ça serait de durer dans la formation, du coup, le plus longtemps possible, durer dans ce métier le plus longtemps possible, parce que je pense faire partie des mini-dinosaures du fitness.
comme j'ai commencé il y a 16 ans, j'aimerais vraiment que ça dure jusqu'au bout. Parce que je me dis, mais qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Bah, je ne sais pas. À part fitness, c'est compliqué pour moi de faire une reconversion. Alors oui, vous allez voir dans mon Insta, il y a de la pâtisserie. Est-ce qu'un jour je fais une reconversion dans la pâtisserie? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est vraiment amatrice. J'ai pas du tout le niveau de ceux qui font. Ah mais ils sont tu très vois, beaux. mais ils sont beaux, ils sont beaux. Les gens sont beaux. Ils sont mignons. On attend toujours de les goûter. Ils sont mignons. On attend toujours de les goûter ici à First Round. Ok, mais il fallait m'inviter en décembre. Ils ont l'air beaux. Ils ont l'air très beaux. Voilà, je pense que c'est all good. Voilà, c'est tout ce qu'on te souhaite, que tu puisses durer dans cette industrie, du fitness. Je pense que c'est positif pour toi, mais c'est également positif pour nous et pour tous les futurs acteurs de ce métier. Je vais te laisser le dernier mot, le mot de la fin. Mon Dieu! Franchement, alors si c'est un mot pour tous les coachs, vivez de cette passion, amusez-vous, chouchoutez vos pratiquants, vraiment, voilà. Faites en sorte que, de continuer votre passion et de vivre de cette passion en gardant le mot passion, je pense, en premier. Si un jour ça devient, moi je dis si un jour ça devenait alimentaire, c'est qu'il y aurait un petit souci. Donc moi, je vous souhaite vraiment de continuer, performer à votre sauce. On ne vous dit pas de faire la une des journaux ou quoi que ce soit, mais chacun faites votre chemin et surtout, dites-nous ce que vous faites, parce que moi j'ai vu pendant le confinement et tout, déjà depuis l'année dernière, on a lancé du coup les anciens hashtags, les anciens de l'IMF, et de voir l'évolution de nos anciens stagiaires, franchement ça fait tellement chaud au cœur qu'on se dit qu'on peut durer dans ce métier. Donc vivez de votre passion, dites-nous ce que vous en faites, et voilà, c'est ça mon mot de la fin. Merci pour ces mots. Voilà, j'aime bien récapituler un petit peu ce qu'on a fait dans cette interview. Dans un premier temps, on a parlé un petit peu de ton parcours. On a vu justement ces qualités personnelles que tu avais de persévérance, de toujours essayer d'être dans la performance, mais aussi un petit peu de génie parce que tu as toujours été dans cette précocité qui t'a permis rapidement d'atteindre cette casquette de formateur, de formatrice bien sûr. Ensuite, on a vu un petit peu les avantages et les inconvénients que pouvait comporter la fonction de coach formateur, donc beaucoup d'avantages, peu d'inconvénients, mais qui sont quand même assez présents. Et enfin, on a terminé avec une partie un peu plus personnelle où on a vu qu'on pouvait vraiment être coach formateur, peu importe son stade de vie, qu'on soit jeune, un peu moins jeune, qu'on soit seul, qu'on soit marié, qu'on soit avec un enfant ou sans. Donc grâce à cette interview, je suis sûr qu'on va aider et qu'on va motiver un maximum de coachs et de professionnels de la remise en forme. Donc au nom de toute l'équipe First Round, je tiens à te remercier, Aude, pour ce merveilleux moment. Merci à toi et merci à tous. Parfait. Du coup, avec Aude Béot, aujourd'hui, nous avons essayé de répondre à une question. Comment faire pour devenir coach formateur? Grâce à son expérience et grâce à son parcours, j'espère que nous avons réussi à répondre à cette question. Vous étiez sur Inspiration Fitness, First Round Magazine. Merci à tous.